Bonjour chers spectateurs. Le quad est un véhicule léger à 4 roues, souvent conçu pour franchir différents types de terrains difficiles. De nos jours, ce type de transport est largement répandu. Certains utilisent cette machine à des fins utilitaires. Le quad est un assistant indispensable dans de nombreuses exploitations. On l'utilise pour travailler les terres agricoles, transporter des charges et ainsi de suite. Certaines personnes utilisent ce véhicule à 4 roues pour la pêche ou la chasse. D'autres se servent de ce véhicule pour le plaisir, cherchant des itinéraires difficiles et affrontant marécages, boue, pentes et éboulis rocheux. Peu de personnes participent à des compétitions professionnelles de quad, et il existe aussi des mini-quads à faible puissance pour enfants. Dans ce reportage, je présenterai l'histoire de ce véhicule, des faits marquants, des records, et j'explorerai le sujet sous divers angles. Je vous invite à échanger quelques mots sur les quads. Vous êtes sur la chaîne Cross Moto, bonne séance. La définition d'un véhicule appelé quad est d'un côté assez simple, mais d'un autre côté il y a des nuances. Si l'on décompose le terme en ses éléments, quadri, 4, cycle, roue, il s'agit en fait de tout véhicule à 4 roues. Et formellement, cette définition inclut la plupart des voitures et tout autre véhicule à 4 roues. Cependant, de nos jours, le terme quad désigne le plus souvent un véhicule à 4 roues doté d'un guidon et d'une position assise de type moto. On peut sans hésiter appeler un quad une moto à 4 roues ou un tout-terrain à 4 roues. Et dans les pays anglophones, vous rencontrerez souvent le terme All-Terrain Vehicle. All-Terrain Vehicle. Cette appellation n'est pas liée au nombre de roues et englobe un éventail de véhicules un peu plus large. Différentes sources datent l'apparition du quad à des époques variées. Certains remontent jusqu'au début du XIXe siècle, tandis que d'autres considèrent comme point de départ l'apparition en 1970 du premier All-Terrain Vehicle à 3 roues de la société Honda, appelé US 90 Nous n'allons pas nous presser et allons creuser en profondeur. Avant de passer à un examen détaillé de l'histoire des quads, une courte publicité. Le sponsor de cet épisode est la marketplace pour la vente, l'achat et la recherche de pièces détachées et de composants pour voitures particulières, camions et véhicules spéciaux, appelée UMIT-PRO. UMIT-PRO n'est pas simplement une vitrine en ligne de pièces détachées, c'est un outil systémique d'interaction entre vendeurs et acheteurs dans le domaine des composants automobiles et des pièces détachées. Le service vise à éliminer le chaos, la méfiance et la perte de temps du marché traditionnel des pièces détachées. La plateforme offre une recherche intelligente pour trouver rapidement la pièce désirée. Le système de transaction sécurisé protège vendeurs et acheteurs contre la fraude, tandis que la messagerie intégrée facilite leur communication sans quitter la plateforme. De plus, cette plateforme dispose d'un système de demande intéressant. Lorsqu'un acheteur laisse une demande, celle-ci est envoyée, selon des filtres, aux vendeurs qui ont ces pièces en stock. Les vendeurs peuvent aussi s'abonner aux demandes pour trouver des clients, simplifiant ainsi les échanges et gagnant du temps. La plateforme est accessible via le site UMIT Pro et l'application mobile disponible sur l'App Store et Google Play sous le nom UMIT. Pièces auto et poids lourds. Vendez et achetez des pièces intelligemment. Tous les liens sont dans la description. Les historiens distinguent 2 étapes dans l'évolution des quads. La première au XIXe siècle, puis au début du XXe. Au XIXe siècle, les vélos deviennent populaires comme moyen de transport et leur conception s'améliore sans cesse. Les ingénieurs sont rapidement arrivés à des variantes de vélos à 3 et 4 roues. Cette conception répondait aux besoins d'une plus grande stabilité et d'une capacité accrue pour les passagers. Selon une version, l'un des tout premiers véhicules de ce type a été présenté en 1819 par Edmond Cartwright. Cartwright a conçu un vélo à 4 roues à la fin de sa vie. Il mourra en 1823 à l'âge de 80 ans. Des années plus tard, Willard Sawyer de Douvres reprit les idées de Cartwright. Pour le cadre de sa création, il a utilisé de fines tiges d'acier. Il a réussi à obtenir un poids d'environ 32 kg pour son vélo à 4 roues. Sawyer a présenté son invention au public en 1840 et a continué à travailler sur l'amélioration de la conception. Sawyer a présenté sa voiture modernisée à la Grande Exposition de Londres en 1851,
Selon une autre version, selon Palm, la priorité revient au Britannique John Ward, qui a présenté son prototype de quadricycle en 1850. C'était une voiture stable à propulsion arrière avec direction mise en mouvement par la force des jambes du conducteur. Le châssis était en acier, les roues arrière avaient un diamètre de 40 pouces, les roues avant de 34 pouces. Les vélocars, nom de ces véhicules légers, ont continué à se développer. À l'exposition universelle de 1853, plusieurs prototypes ont été présentés. Sur l'un d'eux, les roues étaient placées au sommet d'un rectangle et sur un autre, au sommet d'un losange. Au final, les ingénieurs ont préféré la première configuration, car elle était un peu plus stable. Le 19e siècle fut une période florissante pour la pensée ingénieuse. De nombreux dispositifs mécaniques apparaissaient dans les usines, les locomotives utilisaient toutefois la vapeur et plusieurs ingénieurs travaillaient sur les moteurs à combustion interne. Il ne restait plus beaucoup de temps avant l'apparition des véhicules automoteurs. En fait, il est tout à fait logique que l'idée soit venue aux gens d'installer un moteur à combustion interne sur les charrettes et les vélos déjà existants. C'est ainsi en fait que sont nées les motos et les automobiles. Installer un moteur sur une vélocipède car n'était qu'une question de temps. C'est ainsi qu'apparaît une machine souvent appelée quadricycle. Ce n'est pas une erreur de prononciation de ma part. Le début du terme sonne vraiment comme quadri, et ce terme était très populaire pour désigner tout ce qui avait 4 roues à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et beaucoup de prototypes automobiles précoces peuvent être considérés comme des quadricycles. Par exemple, en 1884, le quadricycle, la Marquise créée par les Français de Dion, Bouton et Trépardou, a fait ses débuts. Ce prototype de quadricycle, la Marquise, était équipé d'une centrale à vapeur. Elle fonctionnait au bois et au charbon, et en 30 à 40 minutes, la chaudière produisait assez de vapeur pour avancer. Le véhicule pouvait atteindre une vitesse de 60 km/h. D'ailleurs, en 2011, la Marquise restait la plus vieille voiture en état de marche au monde. En plus de cela, de Dion a ensuite construit plusieurs autres quadricycles et la Daimler Stahlradwagen, apparue en 1889, est également un quadricycle. C'était la deuxième voiture construite par Gottlieb Daimler en collaboration avec Wilhelm Maybach. Le véhicule était équipé d'un moteur à combustion interne en V. La Stahlradwagen a fait sensation à l'exposition de Paris, attirant l'attention d'Armand Peugeot. Dès l'année suivante, Peugeot produisait des véhicules similaires. On peut aussi compter parmi les quadricycles la Peugeot Type 2 et Type 3 l'Ariane, l'Autogo, le Truffaut, le Duryea, le Motorwagen, ce véhicule à 4 roues, la Royal Enfield de 1898 et d'autres premières imitations des pionniers de l'automobile. À ce stade du récit, il est indispensable de mentionner la personnalité de Henry Ford et son premier véhicule construit. Tôt le matin du 4 juin 1896, Henry Ford effectua son premier essai sur un petit engin à 4 roues qu'il appela Ford Quadricycle. Bien que l'essai ait été réussi, Ford n'était pas satisfait et il a en fait reconstruit le quadricycle. Au cours des mois suivants, lui et ses assistants ont remplacé de nombreuses pièces en bois par des pièces métalliques, installé un système de refroidissement dans le moteur et monté des roues plus solides. Le quadricycle de Ford se distinguait des autres voitures motorisées de l'époque par ses dimensions miniatures. Empattement de 124,5 cm longueur, de 2 mètres largeur, de 114 cm et hauteur de 109 cm. Le véhicule était équipé d'un moteur bicylindre de 4 chevaux, pesait 230 kg et pouvait atteindre une vitesse de 32 km/h. À 32 ans, Ford réussit la première sortie du quadricycle grâce à son ingéniosité, sa détermination et son travail acharné, ce qui lui valut plus tard le titre de génie de l'automobile. Ford a vendu son premier quadricycle pour $200 en 1896 à Charles Ainsley. Plus tard, il en a construit 2 autres, un en 1899 et un autre en 1901. Finalement, Henry rachètera sa première création en 1904 pour $65 et le quadricycle est toujours exposé en permanence au musée Henry Ford à Dearborn, dans le Michigan. Le véhicule Ford Quadricycle a été bien accueilli par le public et très apprécié. Beaucoup ont commencé à parler du quadricycle, car il était plus stable qu'un vélo, équipé d'un moteur et coûtait moins cher qu'une voiture complète de l'époque.
En fait, dès la première création de Ford, on remarque le désir de créer un produit simple, de masse et abordable. Un autre quadricycle que je considère comme important pour l'histoire est le Motor Scoot conçu par le Britannique Frederick Richard Sims en 1899. Jateti, Direction. Le Motor Scoot fut le premier véhicule armé équipé d'un moteur à essence. Il n'était pas destiné à rouler sur des champs labourés, mais convenait globalement pour fournir une couverture ou un soutien à l'infanterie et à la cavalerie partout où il y avait des routes. Cependant, il ne faut pas penser qu'avec l'apparition du moteur à combustion interne, les ingénieurs ont oublié les vélocars. Ainsi, par exemple, en 1924, le Français Charles Machet a présenté au public sa propre version du vélocar. Le modèle était biplace. Pendant qu'un conducteur pédalait, l'autre pouvait se reposer. La technique se démarquait des prototypes du XIXe siècle par sa carrosserie volumineuse, son toit et un semblant de pare-brise. Au début du XXe siècle, le développement rapide de l'automobile a fait presque disparaître la demande de petits quadricycles. On a longtemps oublié cette technique. Un regain d'intérêt de la société pour les véhicules légers et suffisamment tout-terrain date de la fin des années 50 et des années 60, et ce phénomène s'est produit avant tout aux États-Unis. Cette période est appelée l'âge d'or. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis connaissent un boom économique et un fort accroissement du pouvoir d'achat. 2 voitures par famille deviennent la norme. En plus des voitures, les Américains achètent aussi d'autres équipements, comme de petites motos légères pour leurs enfants ou des machines spéciales pour la maison. Parmi certaines couches de la population, la demande pour des véhicules tout-terrain légers a augmenté. L'une des réponses a été les véhicules à 6 roues métro-motrices, souvent amphibies. Par exemple, le Jigger Corporation, l'Amphicat, Mobility Unlimited Incorporated et le Terra Tiger, Ellis Chalmers Manufacturing Company. Le terme véhicule tout-terrain a d'abord été créé pour ces véhicules à 6 roues. Le premier de ces tout-terrains était le Jigger. Ces premiers exemplaires ont été construits par la société JGR Gunpowder en 1961 et leur production de masse a commencé en 1965. En 1968, la production s'est arrêtée pour raisons financières malgré une forte demande. Environ 3340 Jigger ont été produits. Ces véhicules ont gagné en popularité, même en quantité limitée. Les véhicules tout-terrain amphibies 6X6 et même 8X8 sont encore produits aujourd'hui. Mais ils ont un inconvénient qui ne plairait pas aux amateurs de quad modernes, l'absence de vitesse élevée et de dynamisme. Ces amphibiens franchissent presque tous les obstacles, mais leur vitesse maximale est d'environ 30 km/h. Elles sont utiles en tout-terrain difficile, terrain marécageux, etc. Mais pour un tout-terrain simple, il fallait quelque chose de plus amusant. Et l'histoire des quads modernes n'est pas liée à ces véhicules tout-terrain similaires, elle commence avec l'apparition des tricycles tout-terrain ETI. Dans les années 60, Honda conquiert déjà activement le marché américain avec ses motos fiables et abordables. Le marketing était très habilement organisé, opposant les utilisateurs de la technologie Honda aux hors-la-loi barbus qui préféraient les Harley. Cependant, les concessionnaires Honda ont connu une baisse des ventes en hiver. Après tout, la moto n'est pas vraiment adaptée à la conduite en hiver sur la neige et la glace. La direction de Honda a jugé nécessaire de développer quelque chose qui puisse rouler toute l'année. Et ils ont trouvé une solution dans cette situation. En 1967, l'ingénieur Osamu Tokyushi et son équipe ont été chargés de créer une moto tout-terrain utilisable toute l'année. Tokyushi a étudié de nombreux concepts de véhicules allant de 3 à 6 roues avant de s'arrêter sur une conception à 3 roues avec des pneus à basse pression. Moteur Honda porté à 90 cm3 de cylindrée. Et après 18 mois, le premier tricycle Honda portant l'indice US 90 pour l'année modèle 1970 était prête. La plupart des sources d'informations attribuent que l'invention du 3 roues tout-terrain précisément à Honda. Il ne faut pas sous-estimer les efforts de Tokiuchi Saitira et des ingénieurs, concepteurs et spécialistes marketing japonais. Leur contribution au développement du secteur des véhicules tout-terrain est immense. Cependant, Honda n'a pas été la première. Il existe un véhicule bien moins connu appelé 3 quarts, qui a fait ses débuts 2 ans avant à l'US 90. Ce tricycle est apparu grâce aux efforts de Jean Plessinger. En 1967, étudiant à l'université, il a créé son véhicule tout-terrain pour son projet de fin d'études.
Après avoir terminé ses études, Jean a loué les brevets et les droits de son invention à la société New Holland, connue pour ses machines agricoles. La production du tricard débute en 1968 et la gamme s'élargit rapidement à 5 modèles. On ignore si Uchiho a repris l'idée de Plessinger pour l'US 90 ou si les ingénieurs Honda ont conçu seuls la configuration à 3 roues tout-terrain. Les spécialistes marketing et publicité de Honda ont dû déployer toute leur ingéniosité pour faire connaître leurs produits et dominer le nouveau marché des véhicules tout-terrain. Un bon exemple de publicité est la présence de l'US 90 dans le film James Bond, Les Diamants sont éternels, 1971, avec Sean Connery, ainsi que dans des séries télévisées telles que Doctor Who et Magnum Détective Privé. Au début, les roues tapons de l'US 90 étaient en sang moyeu, assez fragiles, et leur remplacement pouvait coûter cher à l'utilisateur. D'ailleurs, lors de la création de ces roues, les ingénieurs de Honda se sont inspirés de la technique 6x6, mais dès 1974, la conception des roues a évolué vers un modèle plus traditionnel, qui avait resté inchangé jusqu'à aujourd'hui. En 1973, la société Honda a réussi à enregistrer la marque commerciale All Terrain Cycle, et à partir de ce moment-là, tous les véhicules tout-terrain à 3 roues ont été appelés All Terrain Cycle. Le succès de cette machine fut fulgurant. Adultes et enfants l'utilisaient sur des terrains accidentés pour s'amuser. Ils ont aussi séduit divers gardes-chasse, géomètres, forestiers et agriculteurs. Des modèles avec porte-bagages et chaînes ont été conçus. Pour les amateurs de sensations fortes et de compétition, des versions haute performance de l'All Terrain Cycle ont été créées. Dans les années 70, Honda n'avait pas de concurrent et a breveté ses solutions à temps. Cependant, à l'approche des années 80, les autres membres du Grand 4 japonais ont tout de même acheté les droits sur les brevets afin de prendre une part du marché à Honda. Ils devaient déjà être ingénieux. Yamaha a proposé le modèle miniature TR Zinger pour les enfants, tandis que Kawasaki a lancé un grand tricycle avec moteur, 200 cm3 le plus puissant du marché en 1981. Vous pouvez vous demander, pourquoi faire cela ? Je parle de tricycle depuis plusieurs minutes alors que l'épisode concerne les quads. Pourtant, sans eux, il n'y aurait presque pas de quads modernes, ou ils auraient existé avec une autre histoire. Au début des années 80, le marché des véhicules tout-terrain à 3 roues explose, avec plus d'1 million vendus. Avec l'augmentation de leur nombre, le nombre de blessures liées à leur utilisation et le nombre de décès augmentent également. Et aussi bien les adultes que les enfants se blessaient gravement. Environ 1000 personnes sont mortes et 300 000 ont été blessées sur des véhicules tout-terrain à 3 roues dans les années 80. À ce moment-là, de nombreux procès s'accumulaient dans les tribunaux américains, accusant les fabricants de motos de produire des tricycles dangereux. À l'approche de 1987, le ministère de la Justice collaborait déjà avec 5 fabricants sur ce sujet. Ce sont les 4 japonais et Polaris. Au final, les parties sont parvenues à la décision d'interdire les véhicules tout-terrain à 3 roues au profit de ceux à 4 roues, plus stables. Et cette décision a donné une impulsion sérieuse au développement des quads à 4 roues qui existaient en chat déjà à l'époque et se développaient progressivement. J'ai d'ailleurs sur ma chaîne un récit sur l'ascension et la chute des tricycles Honda et TC. Voici une notification. L'interdiction de la production et de la vente des véhicules tout-terrain à 3 roues en 87 a eu un effet extrêmement favorable sur leurs homologues à 4 roues, destinés au même usage. Pour être précis, il s'agissait d'un moratoire selon lequel les principaux fabricants de tricycles ont accepté de cesser la production de ce type de véhicule pendant 10 ans. Comme vous le voyez, après ce délai, aucune entreprise n'a repris la production de véhicules tout-terrain à 3 roues. Au moment de 1987, les fabricants avaient investi beaucoup d'argent dans le développement de la conception des all-terrain vehicles à 4 roues et en particulier dans la sécurité de leur conduite. Les quads se sont révélés un peu plus stables que les all-terrain vehicles à 3 roues. De plus, la conception à 4 roues est à 2 voies, contrairement aux véhicules à 3 roues, à l'exception de la moto avec sidecar. Cependant, le quad moderne n'est pas apparu au moment de l'adoption du moratoire sur la production des tricycles tout-terrain, mais un peu plus tôt. Suzuki s'attribue souvent la paternité de la création du quad, dans le sens moderne du terme. Mais bien avant qu'Aki Gota de Suzuki n'ose installer une 4e roue sur son propre tricycle Suzuki ALT 125 en 1982, il existait déjà un autre quad.
C'est le RAP Gojo et c'est le tout premier quad moderne à 4 roues au monde. RAP Industries fut l'un des premiers fabricants américains de quads, karts, motoneiges, mini-motos et autres véhicules tout-terrain. L'entreprise a été fondée par Mickey RAP en 1912 et a eu une grande influence, développant de nombreux modèles qui ont ensuite été copiés avec succès par d'autres fabricants. La production du RAP Gojo a débuté en 1973. À l'origine, le quad avait un moteur de 8 chevaux. Une version mini proposait un moteur de 3,5 chevaux. Plus tard, pendant la production, le quad pouvait être commandé en option avec un moteur monocylindre 2 temps. Keller, cylindré, 295 cm3. Ce moteur rendait le Gojo assez vif, atteignant 90 km/h en tout terrain. Le nombre d'exemplaires du RAP Gojo produit reste inconnu, la production ayant cessé. Lorsque l'entreprise a eu des difficultés financières à la fin des années 70 et a fait faillite en 78, RAP était ironiquement en avance sur son temps. La popularité des quads s'accroîtra considérablement 10 ans après. Certains pourraient sans considérer le Honda Odyssey à 4 roues, dont la production a commencé en 77 comme l'un des premiers quads modernes. Cependant, l'Odyssey est une petite voiture et son volant est de type automobile. Revenons à Suzuki. Vous vous souvenez, j'ai dit que dans le créneau des tout-terrains à 3 roues, Honda a dominé pendant toutes les années 70 et que les 3 autres participants du Moto 4 japonais n'osaient pas s'aventurer dans ce créneau pendant un certain temps, mais qu'au début des années 80, ils s'y sont lancés. Pour rattraper son retard, il faut être ingénieux et créatif, sinon ça risque de ne pas marcher. Et c'est ainsi qu'un ingénieur chez Suzuki a eu l'idée de créer un tout-terrain à 4 roues. Le pari était que ce serait une nouveauté et une curiosité sur le marché, qui susciterait certainement l'intérêt du public. En 1900, 82 Akigoto a créé un quad à partir du tricycle ALT 125. Un an plus tard, la conception était prête pour la production de masse et, en 1983, le quad Suzuki a été lancé. Quadrunner 100 25400. Ce quad portant la désignation LT 125 a agréablement surpris les amateurs de tout-terrain et les concessionnaires non seulement par son nouveau look et son châssis à 4 roues, mais aussi par son embrayage automatique et sa transmission à 5 vitesses avant et une marche arrière. L'indice 4X6 signifiait en réalité 4 roues et 6 vitesses dans la boîte. Ce petit quad était équipé d'un moteur de 11 chevaux, ce qui suffisait largement pour les tâches prévues. Et savez-vous quel slogan publicitaire les marketeurs de Suzuki ont inventé ? Citation. « Ressentez des sensations de conduite que vous n'avez jamais connues auparavant. » Le nouveau tout-terrain de Suzuki, avec l'ajout d'une 4e roue, fait passer la conduite hors route à la 4e dimension. Chez Suzuki, on comprenait parfaitement qu'on entrait dans une nouvelle niche technologique prometteuse et on s'efforçait d'élargir la gamme de modèles à un rythme accéléré. En 1984, outre le LT125, le public a découvert. Nous avons lancé le modèle LT50 pour les jeunes pilotes et le LT185 utilitaire, plus grand. À cette époque, on pensait que la domination des quads à 3 roues était incontestable. Les quads à 4 roues, récemment apparus, étaient plus lourds et beaucoup pensaient qu'ils étaient destinés uniquement à des balades tranquilles ou à un usage utilitaire. Suzuki a pourtant réfuté cette idée dès 1985 en lançant 2 modèles sportifs, la LT 250R au moteur 2 temps refroidi par liquide et la Quad Sport LT 230S plus modeste avec un moteur 4 temps. Ce qui réunissait ces 2 quads, c'était une conception de châssis légère avec de nombreuses pièces en aluminium. En 1987, Suzuki présente dans sa gamme de quads V4 Molobudé, les utilisateurs ont trouvé une machine conquérant des terrains hors route, jusque-là inaccessibles aux quads. Sur le LT4 DVD, la conception offrait au conducteur le choix entre transmission intégrale ou seulement aux roues arrière. La transmission disposait d'une gamme basse, et en plus il était possible de verrouiller le différentiel avant, ce qui permettait au quadrunner 4x4 de sortir pratiquement de n'importe quelle situation hors route. Et en 1987, un modèle de quad extrêmement important apparaîtra dans l'histoire de la société Suzuki, et même dans l'histoire des quads en général, le Suzuki LT 500R Quadracer.
le légendaire Quadzilla, surnom donné par les utilisateurs à cette machine. Sous-titre fait par Dima Torzok. Le quad le plus agressif et audacieux de son temps, 500 cm3 de muscles, deux temps prêts à tout dominer. Le 502 temps développait environ 70 chevaux, et cela pour un poids en ordre de marche de 178 kg. Bien que produit jusqu'en 1990 seulement, le LT 500R est devenu légendaire grâce à sa puissance et ses performances. Sur piste, sable ou forêt, le LT 500R restait toujours en tête. Les concurrents des autres entreprises étaient bien actifs. Déjà en 84, Honda a présenté sa version du quad. C'était le modèle TRX 200. L'année 85 a été marquée par la sortie du premier quad à 4 roues motrices au monde. Il s'agissait du Honda 4Trax TRX 350. 4X4, il a reçu un différentiel à glissement limité et un moteur avec un radiateur d'huile. Un an plus tard, les ventes de ce quad ont commencé et cette même année 86, la gamme s'est enrichie d'un modèle sportif, le 4Trax 250R à moteur 2 temps. À moteur haute performance. Yamaha essayait aussi de ne pas rester à la traîne, et en 85, leur premier modèle de quad à 4 roues, le 8 Croix FM 200, est arrivé sur le marché. En 86, Yamaha a présenté un remplaçant à 4 roues pour le 3 Zinger. C'était un petit quad pour enfants avec un moteur 2 temps 60 cm3. Istandor. Un an plus tard, en 87, le modèle Banshee 350 a fait ses débuts avec un moteur bicylindre 2 temps. Et même si elle était un peu en dessous de la Quadzilla de Suzuki en termes de puissance, avec 53 chevaux contre 70, elle a trouvé de nombreux adeptes. D'autant plus que ce modèle s'est avéré très durable. La Banshee a été produite de 1987 jusqu'en 2012. L'arrêt des ventes aux États-Unis, puis au Canada, suivi de l'arrêt de la production, était dû au renforcement des normes environnementales. En 1987, Yamaha a présenté un autre modèle de quad sportif, le Warrior 350. Le Warrior est devenu le premier quad sportif au monde équipé d'un démarreur électrique et aussi le quad sportif le plus vendu au monde. Le Warrior était équipé d'un moteur 4 temps de 350 cm3 d'une boîte de vitesse à 6 rapports d'une suspension à grand débattement réglable et de freins à disque hydraulique à l'avant et à l'arrière. Toujours en 1987, le Big Bear 350 a été présenté, le premier quad à 4 rousses motrices de Yamaha, ainsi que le modèle Terra Pro, qui se distingue par la présence d'une prise de force reliée au moteur. En fait, le Terra Pro était une machine agricole sur laquelle on pouvait installer une large gamme d'outils, tondeuses, cultivateurs, pulvérisateurs agricoles, tarières pontées d'ir pour les trous de poteaux, et bien plus encore. Le Terra Pro était équipé d'un moteur 4 temps de 350 cm3, avec un radiateur d'huile et un ventilateur de refroidissement forcé, d'une transmission à 10 rapports high-low range avec marche arrière, ainsi que d'un différentiel arrière verrouillable. Il nous reste à étudier Kawasaki parmi les 4 grandes entreprises japonaises. Elle lancera son premier quad à 4 roues en 1985. Il s'agira du modèle Bayo 185 ou KLF 185. Et dans l'ensemble, c'était une machine plus ou moins similaire à celle des concurrents. Un an après, la gamme a accueilli le plus grand Bayo 300. En 87, la gamme de quad Kawasaki s'est agrandie avec 3 nouveaux modèles, dont les M110 et 250, véhicules tout-terrain légers à 4 roues, pour loisirs actifs. La deuxième était équipée d'un moteur 4 temps assez puissant, avec une culasse à 4 soupapes. Le troisième modèle était le sportif T-Kate 4 avec un moteur 2 temps de 250 cm3. En 1989, le quad Bayo 300 est passé en transmission intégrale. La marque américaine Polaris s'est aussi lancée dans la course aux quads. Au début, Polaris a profité de la popularité des véhicules tout-terrain à 3 roues pour expérimenter cette configuration et produire plusieurs modèles. Polaris, le Trail Boss 250 présenté en 1985, est devenu le premier quad de série de la société Polaris. Le Trail Boss avait un moteur 2 temps Fuji, identique à celui de la motoneige mais avec une cylindrée moindre. Et c'est des motoneiges qu'est devenue une solution inhabituelle pour les quads des 4 japonais, le variateur. Durant la récession de la fin des années 80 et début 90, Polaris a pris environ 25% du marché américain des quads.
En 1990, le Big Boss 4 fois, 6 quad utilitaire à 6 roues, est apparu. La même année, le Trailboss 350 a été lancé avec une configuration 4x4 et un moteur à refroidissement liquide. Des versions 350 existaient aussi en 4x2. En 1995, le Polaris Manium 425 est apparu, équipé d'un moteur 4 temps Liberty, fabriqué aux États-Unis. Un an plus tard, le premier Sportman est apparu. Et aussi, sur le continent américain, plus précisément au Canada, il existe une entreprise qui produit depuis longtemps différents véhicules tout-terrain et qui est surtout connue pour ses motoneiges. Bombardier Produit. Récréatif, Bombardier Produit en récréatif, fabriqué à l'origine des motoneiges. Mais avec la popularité des nouveaux moyens de transport, Bombardier Produit Récréatif a progressivement diversifié sa gamme de produits. Ainsi, en 1972, une filiale nommée Can-Am a été créée qui s'est occupée production de motos haute performance pour motocross et enduro de 1972 à 1987. Les motos Can-Am étaient inspirées de la technologie Bull TACO, avec un cadre unique adapté à plusieurs moteurs de cylindrée variés. On utilisait aussi des moteurs Rotex, filiale de Bombardier. Les motos Can-Am se sont fait un nom dans de nombreuses courses aux États-Unis. En 1997, l'entreprise se réorganise et cible le marché des all-terrain vehicles. En février 1998, elle présente le prototype utilitaire Truckster. Plus tard cette année-là, Bombardier Produit Récréatif a lancé le développement de son second all-terrain vehicle, le DS 650 destiné aux amateurs de sport. L'article Wikipédia sur l'histoire de Can-Am précise qu'en 2004, ce modèle a gagné le rallye Dakar dans sa catégorie. RL, une catégorie quad distincte au Dakar, n'existe que depuis 2009. Le Truckster se distinguait par le réservoir et le moteur placés à l'arrière, laissant un vide devant la selle. Et cette particularité facilitait la montée et la descente du conducteur. De nombreux agriculteurs, gardes-chasse, éleveurs et autres travailleurs qui devaient souvent monter et descendre du quad ont apprécié cette caractéristique. Le modèle Quest a été présenté plus tard, identique au Truckster, mais doté d'une transmission à variation continue. En 2000, Bombardier Produit Récréatif a ajouté une nouvelle variante du tout-terrain appelée Truckster Extra Large. C'était le premier quad 4x4 avec une benne basculante. Nous venons donc de passer en revue l'époque de l'explosion de la popularité des quads dans les années 80 et 90 du siècle dernier, ainsi que la période de développement actif des all-terrain vehicles à 4 roues. À cette période, les principaux types de quads ont été définis selon leur conception et usage, reprenant la classification des anciens all-terrain vehicles à 3 roues populaires. En conclusion de ce chapitre, je trouve nécessaire de mentionner 2 modèles de quads produits en Union soviétique. Dès le milieu des années 80, on a constaté en Union des républiques socialistes soviétiques que les quads légers à 4 roues étaient devenus très populaires. Puisqu'il existait une demande pour ce type de véhicule, les ingénieurs se sont lancés dans leur développement. Le premier quad soviétique fut le ZIM 350, également appelé ZIM 6900, conçu à l'usine Malichev de la ville de Kharkov. Les premiers prototypes, prêts en 1989, étaient des quads utilitaires, 2 places à propulsion arrière de 320 kg. Le moteur provenait de la moto IJ Jupiter 5. Il ne développait que 18 chevaux. Il a été reconfiguré pour la traction et pouvait atteindre 50 km/h. Le moteur était couplé à une boîte de vitesses à 4 rapports avec marche arrière et à un réducteur à 2 vitesses, doublant ainsi le nombre de rapports. Le ZIM 350 pouvait effectuer de nombreuses tâches de transport et agricoles. Il était possible d'y installer des équipements agricoles supplémentaires, d'autant plus que le quad était équipé d'une prise de force. La production en petite série du quadricycle de Kharkov a débuté en 1991, peu avant l'effondrement du pays, et a duré jusqu'en 1999. Le second quadricycle a été conçu à Kovrov, à l'usine d'Ektiarev. Il s'appelait ZDK 175-4 chez HP et il était équipé d'un moteur de fabrication locale provenant de la moto Voskhod 3M01. Le quadricycle a été développé à la fin de la guerre, 175-4 chez HP. Comme le ZIM 350, il était conçu comme utilitaire. Le ZDK avait un différentiel bloquable, un réducteur et une prise de force.
Cependant, très peu de ces quads ont été fabriqués, environ une demi-millier. Le pays s'est effondré, les fabricants de motos traversaient un temps une période difficile, et la majorité de la population qui, en théorie, avait besoin de ce type de véhicule, peinait à joindre les deux bouts. De plus, avec la dissolution des kolkhozes et des sovkhozes, les villageois ont eu la possibilité d'acheter du matériel agricole d'occasion. Les quads, récemment en pénurie, n'intéressent désormais presque plus personne. Au XXIe siècle, le développement de la conception des quads s'est poursuivi. Une étape importante a été la réinterprétation du quad sportif. Dans le sport tout-terrain, on abandonnait les moteurs de temps, et il est arrivé un moment où toute une famille de quads sportifs à moteur 4 temps de 450 cm3 est apparue. Cela était dû aux évolutions du motocyclisme tout-terrain, création d'une catégorie 450 cm3 avec de nouvelles exigences techniques et réglementaires. Il existe une version populaire selon laquelle Yamaha et Honda auraient été les premiers dans ce créneau en 2004, mais ce n'est pas tout à fait exact. Quelques années avant l'apparition des 450 de ces deux marques japonaises mentionnées, le premier quad sportif de cette catégorie a été construit aux États-Unis. Il existait une entreprise appelée Cannondale qui s'est fait connaître grâce à ces vélos. Dans la seconde moitié des années 90, des rumeurs disaient qu'ils voulaient entrer sur le marché des motos cross-enduro et des quads. En 2000, Cannondale a lancé une motocross et le quad FX 400 suivi plus tard du FX 440. Le premier lot de motos n'a pas reçu d'avis enthousiaste. Il y avait des problèmes de maniabilité et de suspension. Cependant, le quad n'avait pas ces problèmes. Les pilotes se plaignaient seulement de la fiabilité du moteur et des fortes vibrations. Le Cannondale FX 440 a été le premier quad sportif de l'histoire équipé d'un moteur 454 temps à refroidissement liquide. Il était en avance sur son temps, un cadre en aluminium 5 ans avant Kawasaki et l'injection de carburant 4 ans avant Suzuki. Cannondale proposait 4 versions de son quad, Blaze, Cannibal, Speed et Moto. L'entreprise aidait ses clients et organisait des rappels en cas de problème. Mais la bonne nouvelle a pris fin en 2003 lorsque Cannondale n'a pas surmonté les difficultés et a fait faillite. Un an plus tard, tout le monde parlait des quads de Honda et Yamaha et la plupart avaient oublié Cannondale. Il est tout à fait possible que ce soit justement le FX 440 qui ait donné l'élan au développement de la catégorie des 450. En 2004, Honda et Yamaha ont déjà réussi avec les modèles TRX 450R et Yigil FZ 450. Ces quads étaient très légers, dotés de suspensions à grand débattement et de puissants moteurs à injection 4 temps. En fait, vous obteniez un quad de course prêt à l'emploi, capable de participer immédiatement à une compétition dès sa sortie du concessionnaire. Cette machine a établi une nouvelle norme pour les quads de course, et les autres constructeurs concevaient dans leur modèle en se basant sur Yamaha et Honda. Le développement des quads de course avec un moteur de 450 cm3 ne s'est pas arrêté aux 4 grands constructeurs japonais. Cette fois, pratiquement toutes les marques que nous connaissons ont participé au projet. Polaris, Can-Am, Haosong, Arctic Cat, United Motors et KTM. D'ailleurs, ces derniers se sont lancés dans ce créneau parce que Polaris détenait 25% des actions de KTM et Polaris a commandé à KTM des moteurs pour le quad sportif, Polaris Outlaw 450 MXR. Et la direction de KTM a eu l'idée de lancer sa propre gamme de quads sportifs à 4 roues. Il existait 4 modèles, le châssis, la partie cycle et la suspension variaient entre Polaris et KTM, mais les moteurs restaient identiques. La fin des années 2000 et le début des années 2010 ont marqué l'âge d'or des quads sportifs, mais le déclin était déjà amorcé. La récession économique et l'évolution des préférences des consommateurs ont entraîné une baisse notable de la popularité des quads sportifs. Cela a été particulièrement marqué dans la catégorie des 450. De nos jours, on observe un regain d'intérêt pour cette catégorie de machines. Le développement des quads utilitaires et à transmission intégrale au XXIe siècle s'est traduit par une augmentation progressive de la cylindrée des moteurs et de leur puissance. Dans les années 80 et 90, 250 cm3 était la moyenne, mais dans les années 2010, elle est passée à 500-600 cm3. Et les quads de grosse cylindrée peuvent se vanter d'un moteur d'1 litre. Dans le même temps, les gammes des marques ont conservé de la place pour des véhicules avec de petits moteurs. En particulier, la catégorie des quads de 50 cm3 pour enfants est bien représentée.
Parmi toute cette diversité, il existe plusieurs modèles cultes et légendaires. Rappelons-nous-en. Par exemple, la Yamaha Raptor 660R qui a fait ses débuts en 2001 et a établi la norme pour les grands all-terrain vehicles sportifs. En 2006, elle a été remplacée par le modèle Septsense R. Le moteur monocylindre, porté à 686 cm3, équipé de l'injection et offrant un couple généreux dès les bas régimes, procurait une dynamique exceptionnelle. Et le premier cadre hybride de ce genre, combinant acier et aluminium, rendait le châssis léger et parfaitement adapté aussi bien au sport qu'à une conduite agressive sur route ouverte. J'ai déjà parlé de la participation des quads au Dakar dans cet épisode. Depuis 2009, les quads sont dans une catégorie à part avec 3 groupes. Le premier, monocylindre jusqu'à 750 cm3, le deuxième, bicylindre jusqu'à 900 cm3. Voici un fait surprenant. De 2009 à 2024, toutes les premières places qu'on s'y croit chaque année dans la catégorie des quads ont été remportées par la Yamaha Raptor 700. Au Dakar 2025, les quads n'ont pas participé. Les organisateurs ont exclu cette catégorie faute de soutien des constructeurs. Stimulus, la configuration suit. Selon vous, quelle est la vitesse maximale d'un quad ? Par exemple, le Can-Am Outlander 1000 Max peut-il atteindre 132 km/h ? Voici un tout-terrain puissant à 4 roues motrices, conçu pour les terrains difficiles. Les modèles sportifs légers de 450 cm3 atteignent une vitesse d'environ 120 à 130 km/h, tandis que le KTM 525 Cross Country pouvait atteindre jusqu'à 145 km/h. La Yamaha Raptor 700 atteint environ 130 km/h. Cependant, le record de vitesse maximale sur un quad est bien supérieur aux chiffres mentionnés. L'Américain Terry Wilmette a atteint une vitesse de 315,74 km/h sur un quad le 15 juin 2008. Cela s'est produit sur la piste de décollage de l'aéroport de la ville de Madras, dans l'État de l'Oregon. La vitesse indiquée est la moyenne de 2 courses, effectuées dans des directions opposées, afin d'éliminer l'erreur due au vent. Le record a été homologué et inscrit au livre Guinness des records dans la catégorie poursuite de vitesse. Terry Wilmette a pris comme base le légendaire Yamaha Septsense Raptor et l'a radicalement modifié. Sa création, la ALS Air Rocket Raptor 6.0, porte un mot-clé expliquant comment Terry a atteint une telle vitesse. Il a rusé en ajoutant un moteur à réaction à la conception. Le 700 modifié permet au quad d'atteindre 220-230 km/h, le point mort est engagé, le moteur à réaction s'active et l'accélération continue. Les 2 précédents records de vitesse en all-terrain vehicle appartenaient aussi à Wilmette. Un an plus tôt, il avait atteint 249,5 km/h sur la 5e version du Rocket Raptor et encore avant, en juin 2006, il avait atteint 240,5 km/h sur la 4e version. Revenons aux modèles emblématiques de quads. L'un d'eux est le bombardier produit récréatif Can-Am Renegade XMR 10000R. C'est un quad véritablement culte, voire légendaire, du groupe canadien Bombardier Produit Récréatif, conçu pour conquérir les terrains les plus extrêmes. Et il le fait à la perfection. Outre ses qualités tout-terrain remarquables, ce modèle est très prestigieux, un vrai luxe parmi les all-terrain vehicles. Le succès repose sur une excellente capacité de franchissement, de haute performance moteur et un design agressif. Il rivalise avec le Renegade 1000, Polaris Scrambler XP-S, c'est aussi une sacrée machine pour le tout-terrain. Parmi les quads utilitaires, le Kawasaki Brute Force 750 et 450, la gamme Can-Am Outlander, plusieurs modèles Sportsman de Polaris, y compris les robustes 6 roues en configuration 6x6, le Honda Foreman et la famille Suzuki King Quad se sont parfaitement illustrés. Il faut dire quelques mots de plus sur la Yamaha Grizzly 700 et en général sur la famille des quads utilitaires Grizzly, apparue en 1998. En 2007, la Grizzly 700 fait son apparition, et c'était le premier quad de l'histoire équipé du système direction assistée électrique, c'est-à-dire une direction assistée électrique. Ce système réduit les efforts que le conducteur doit fournir sur le guidon, ce qui augmente le confort et élargit globalement les capacités du quad. De nos jours, ce système était répandu sur de nombreux grands quads. Au début des années 2020, les quads ne sont plus produits seulement par les marques citées dans ce récit.
Il existe toute une pléiade de marques chinoises qui produisent des véhicules à 4 roues, allant des modèles pour enfants de 50 cm3 ou à batterie, jusqu'aux énormes utilitaires d'1 litre et aux puissants tout-terrain. Cependant, pour le moment, les Chinois sont encore en position de suiveur. Ils ont appris à copier, mais ils n'atteignent pas encore tout à fait le niveau de qualité et de performance. Par exemple, le V-Twin d'1 litre de CF Moto, copié sur le modèle de Sony Podrani avec Rotex, n'offre que 75 chevaux contre 91 pour l'original de Bombardier produit récréatif. En Russie, la marque Russkaya Mechanika, basée à Rybansk près de Moscou, existe également. Il est également possible qu'il y ait d'autres entreprises auxquelles je n'ai pas prêté attention. Au début des années 2020 et avant, les principaux types de quads étaient déjà établis, sans vraie nouveauté à inventer. La poursuite de leur développement s'est concentrée sur l'amélioration de certains composants et ensembles, l'augmentation du niveau de confort et l'ajout de divers assistants à la conception. Au cours de la dernière décennie, une tendance à la création de quads électriques s'est dessinée. Beaucoup de marques tentent d'investir ce créneau, comme Polaris, Bombardier produit récréatifs les Japonais, les Chinois, etc. Pour conclure ce chapitre, je vais évoquer davantage les records en quad. Le plus long voyage en all-terrain vehicle a été réalisé par un trio d'Australiens, Valerio de Simoni, Christophe Davant et James Kenyon. Ils ont appelé leur aventure l'expédition Quad Squad. Chacun d'eux conduisait son propre quad Yamaha Grizzly 700, injection électronique 4x4 direction assistée électrique. Les gars sont partis d'Istanbul, en Turquie, le 10 août 2010 et en 437 jours et 19 heures, ils ont traversé 37 pays. Après 56 239 km parcourus, le record se base sur le plus faible kilométrage affiché par un membre de l'équipe. Le trio a terminé la course le 22 octobre 2011 à Sydney, en Australie. Les 3 Yamaha partis d'Istanbul ont terminé à Sydney sans changer de quads. Les réparations de la route se faisaient selon les besoins. Le quad de Jamie a été offert au musée Powerhouse de Sydney, en Australie, après la fin du voyage. Le plus grand défilé de quads a eu lieu le 16 septembre 2009 lors de l'événement Rocky Mountain All-Terrain Vehicle Jamboree dans la ville de Richfield, dans l'Utah. Ils ont réussi à rassembler un groupe suffisamment important de conducteurs de quad pour établir un record du monde. Le défilé a commencé avec la participation de 1947 quads cependant. Un certain nombre s'est retiré en cours de route et le nombre final était de 1870. Il existe toute une série de records du plus long wheeling en quad, tout comme il existe des sous-catégories pour ce type de record. Par exemple, il y a un record avec le plus grand nombre de personnes. Sur un quad Honda 350 non modifié, 17 personnes ont réussi à monter et à parcourir 50 mètres sur les roues arrière. Le record du plus long wheeling en marche arrière sur un quad a été établi par Roger Leblanc, qui a réussi à parcourir 1579 mètres et 67 cm, le plus long wheeling latéral. C'est quand 2 roues d'un côté étaient en l'air et les 2 autres touchaient la route. Cet exploit a été réalisé par le cascadeur français Annick Dupont. Il a réussi à parcourir 34 km et 279 mètres dans cette position. En 2008, à Melbourne, John Gator a réalisé le saut en quad le plus long sur tremplin, 53,92 mètres. Les amis, à ce moment-là, mes quelques mots sur les quads touchent à leur fin. L'histoire des quads est extrêmement intéressante et originale, et j'espère avoir réussi à vous la faire découvrir. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, et dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà conduit un quad, ou peut-être êtes-vous l'heureux propriétaire d'un véhicule à 4 roues avec une position de conduite de type moto. C'était Crossmoto avec vous. À bientôt.